Le monde viticole d'aujourd'hui est en constante évolution. De nouvelles technologies, au service du monde agricole, arrivent chaque jour sur le marché, parfois permettant l'automatisation des tâches quotidiennes et parfois révolutionnant un secteur entier. La viticulture, un secteur agricole à mi-chemin entre innovation et tradition, respect des pratiques culturelles et rupture technologique. Il existe une tâche dans le milieu viticole, indispensable pour le bien-être des vignes, mais qui se trouve aujourd'hui au cœur des débats, le désherbage. On est obligé de maîtriser les adventices dans une vigne parce qu'on aurait une concurrence hydrique et azotée trop importante. S'il y avait de l'herbe en permanence dans une vigne sur l'ensemble de la surface, on aurait des rendements qui s'affaibliraient d'année en année. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de détruire les adventices présentes. Donc désormais maintenant on se limite à détruire l'herbe qui est présente sous le cavaillon. On ne peut pas se permettre d'avoir une concurrence trop importante au niveau du végétal parce qu'on peut avoir premièrement des pertes de rendement et deuxièmement, les cas les plus graves, des phénomènes de blocage physiologique où la vigne en fait arrête de mûrir, ce qui fait qu'on a des raisins qui sont secs, acides, sans sucre. Et donc on a obligation sur nos terroirs à partir du début du mois de juin de ne plus avoir de concurrence pour l'eau entre la vigne et les adventices. On a eu toute une période par le passé où les exploitations elles étaient petites, les gens étaient peut-être plus courageux que nous au jour d'aujourd'hui et l'herbe on l'a toujours gérée pour limiter la concurrence et on la gérait avec une pioche et on venait piocher les vignes, ça faisait partie du métier de vigneron, quoi. Et puis la chimie est arrivée et on s'est rendu compte que juste en passant en tracteur à 6 ou 7 km/h en arrosant gentiment au bord des vignes, et ben, tout ce travail de piochage il n'était plus à faire, quoi. Pour un coût qui était moindre si on prend par rapport en heures passées à piocher, quoi. Donc c'est comme ça que les herbicides sont arrivés. Leur facilité d'utilisation, leur coût faible a fait que ça a été tout de suite adopté par l'agriculture moderne. Nos parents et nos grands-parents, bilan à la main, ont très vite compris quel était leur intérêt. Plus tard, on s'est aperçu qu'il y avait une incidence sur l'environnement qui était indéniable et très importante. Donc on est en train de faire machine arrière, mais par contre on ne veut pas revenir non plus abîmer et être tout cassé à 40 ans parce qu'on a fait ça à la main. L'utilisation des herbicides pour effectuer le désherbage de la vigne est remis en cause depuis plusieurs années, en France et dans le monde, par les politiques publiques et les consommateurs. La France s'oriente notamment vers l'interdiction de l'utilisation du glyphosate, principal herbicide utilisé, d'ici 2022 à 2023. Bien que les herbicides ne concernent en moyenne que 8% des produits phytosanitaires utilisés en viticulture, ils sont pointés du doigt par les médias du fait de leur impact sur la qualité de l'eau. Alors, les herbicides chimiques, il y a deux grandes classes. Il y a les herbicides de post-levée qui vont détruire l'herbe présente lors du traitement et les herbicides de prélevée qui, eux, vont empêcher la levée de nouvelles adventices. Donc, en fait, en général, on mélange un produit de post-levée et un produit de prélevé. Donc, un post-levé qui est super bien connu, c'est le glyphosate. Et systématiquement, on va l'associer avec un prélevé qui va empêcher derrière le retour des adventices dans un délai de 2-3 mois. Alors, l'avantage principal des herbicides, c'est que c'est économique, c'est pas cher. Le glyphosate, c'est super efficace pour un coût tout à fait raisonnable. Le glyphosate, il a quand même un inconvénient majeur, c'est qu'on le retrouve de façon trop importante dans les eaux superficielles, comme il est utilisé par toutes les cultures, et souvent à des doses trop importantes. Donc c'est son problème, on le retrouve partout. Et avec sa molécule de dégradation, l'AMPA, le glyphosate pas systématiquement dans les eaux superficielles, il est détecté. Donc ça, c'est clair que c'est plus un problème que la toxicité du glyphosate en lui-même, si tu veux. C'est le fait qu'il soit partout, quoi. On utilise encore un petit peu ces herbicides chimiques, mais sur une petite fraction du vignoble qui représente environ 20 à 30% de la superficie du vignoble.
uniquement sous le rang. Compte tenu des incertitudes concernant la dangerosité et le caractère potentiellement cancérigène des molécules, la France s'est engagée en 2019 à sortir du glyphosate dans les 5 ans à venir et pour tous les usages, en veillant toutefois à ne pas laisser les agriculteurs sans solution. C'est ce dernier point qui permet pour le moment au glyphosate de survivre, étant donné la difficulté de trouver une alternative viable à ce produit. Le chimique, ça s'arrête parce qu'on a donc une démonstration que c'est nocif pour l'environnement, même à faible dose. Il va falloir qu'on adopte notre agronomie pour s'affranchir de ces produits chimiques. D'autre part, la législation va nous pousser à l'abandon parce que l'essentiel des molécules vont être interdites et les quelques qui vont rester sont très peu efficaces. Donc de toute façon, on est obligé d'avoir une stratégie qui ne repose plus sur la chimie. Parce que scientifiquement, les différentes agences nationales viennent de reprouver que le produit n'était ni cancérigène, ni mutagène, ni reprotoxique. Malgré tout, la société ne veut plus du glyphosate parce que ça représente maintenant l'industrie agrochimie Monsanto. Clairement, il y a une déconnexion entre le monde agricole et le monde moderne, actuel. Dans les années 50, 60% des gens étaient issus du milieu agricole, donc savaient de quoi ils parlaient. Maintenant, l'agriculture, les agriculteurs représentent 2% de la population. Les 98 autres ont des notions, mais n'ont pas vraiment de compétences. Donc pour avoir un regard critique, il faut quand même avoir une compétence. Et c'est plus simple de dire qu'il n'y a plus du tout d'herbicide que de dire on désherbe encore 2% de la superficie parce qu'on va garder que la distance entre chaque cep à l'herbicide et le reste de la parcelle qui va être travaillée. Il faut clairement faire un maximum pour s'affranchir de ces mots en id. Parmi les principales alternatives qui se développent actuellement, on retrouve le désherbage thermique, le désherbage hydrique et même le désherbage électrique, qui sont pour le moment encore à l'état de test ou présentent de grandes difficultés de mise en place. D'autres méthodes, comme l'enherbement complet, l'éco-pâturage ou le paillage, sont prometteuses, mais ne permettent pas, dans certaines situations, de limiter suffisamment la concurrence des adventices. Les itinéraires de désherbage viticole sont donc modifiés et une des principales alternatives au désherbage chimique reste son alternative historique présente bien avant l'arrivée des produits de synthèse, il s'agit du désherbage mécanique. Historiquement utilisé pour la gestion de l'herbe dans les vignes, le désherbage mécanique, ou labour, était effectué à l'aide de chevaux ou bien manuellement. Un travail complexe, dur, laborieux, mais indispensable. L'arrivée des premiers herbicides de synthèse, après la Seconde Guerre mondiale, a changé les pratiques de désherbage des viticulteurs. Et le travail du sol a été laissé de côté au profit des herbicides chimiques. Mais les tendances ont évolué et le désherbage mécanique a de nouveau le vent en poupe. Agronomiquement, on se retrouve en fait à bouger les sols. Donc, on a des changements. Le végétal change de comportement. À utiliser du désherbant, en fait, on a un sol lunaire, statique. Là, aujourd'hui, on va réactiver un petit peu tout l'ensemble de la vie microbienne, je pense, à mon sens, avec ce désherbage mécanique, qui fait qu'en fait, on est déjà sereinement mieux mentalement pour travailler dans une vigne, à mon sens, dans une vigne qui n'est pas désherbée chimiquement. Voilà, c'est plutôt l'ambiance, encore une fois, de 2021 et des années futures. Alors la complexité du désherbage mécanique, on a plusieurs facteurs. On va avoir déjà un facteur humain, dire qu'aujourd'hui, il faut trouver des hommes qui soient capables de monter sur des tracteurs à longueur de journée pour pouvoir faire ces fameux réglages de
qui sont assez complexes. Pour faire un beau travail, eh bien, il ne faut pas mutiler la vigne, il ne faut pas mutiler les ceps. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de respecter le végétal. Donc il faut avoir des hommes attentifs. Et aujourd'hui, quand on conduit un tracteur, ça peut être le meilleur tracteur du monde, avec le plus de technologie possible, mais il y a quand même un homme derrière le volant et il faut être vigilant pour dire, ben voilà, attention, il faut que je roule droit, il ne faut pas que je mutile le cep, il ne faut pas que j'arrache un cep, il ne faut pas que je descende trop en profondeur, il faut que je fasse un bon travail. Donc on a une complexité de ce métier qui fait que oui, ça peut être efficace pendant quelques heures, mais après il y a forcément un manque de vigilance et une fatigue qui se crée. Donc ça, c'est un peu la complexité du métier. L'attentivité, ou être attentif au volant d'un tracteur pour éviter de mutiler la vigne. Actuellement, ce qui nous freine dans le passage à un désherbage total mécanique ou autre hors herbicide, c'est le coût. Le coût des outils, l'investissement dans l'outillage, la sélection et la compétence en fait dans le bon outil aussi, parce que c'est quelque chose qu'on découvre et on n'est pas spécialement formé et on a plein d'avis, mais voilà, tant qu'on n'a pas tout essayé sur notre structure, on ne sait pas exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et ensuite, c'est le besoin en main-d'œuvre. Et là, on a de plus en plus de mal à recruter des collaborateurs qui sont formés ou compétents. Les écoles de viticulture sont quasiment vides, donc on n'a plus de main-d'œuvre. Et voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. Si on met en place un schéma agronomique qui nécessite plus de main-d'œuvre, mais qu'on n'a pas la main-d'œuvre, c'est pas quelque chose qu'on peut créer comme ça. Donc c'est vraiment ce qui freine. Il y a quelques années, de nouveaux acteurs sont apparus, permettant de redistribuer les cartes en faveur du désherbage mécanique, et pouvant répondre aux problématiques de main-d'œuvre et de pénibilité au travail. Il s'agit de la robotique viticole. La robotique en agriculture, elle est arrivée à la fin des années 80, début des années 90, sur deux niveaux. Alors Pélinck notamment a développé le robot Magali fin des années 80 en partenariat avec l'INRA qui avait pas ce nom-là à l'époque, et c'était un robot de cueillette de pommes. Et d'autre part, il y a eu l'arrivée à peu près au même moment du robot de traite. Et donc là, en poste fixe, il y avait beaucoup moins de volets sécuritaires notamment. Et donc ces robots se sont assez rapidement développés. Et aujourd'hui en France, par exemple, on a de nombreux robots de traite dans les élevages laitiers. Ensuite, sur les dernières années, on a eu l'apparition donc dans les années 2000 du GPS. Et donc ces GPS ont permis l'arrivée des robots de plein champ, c'est-à-dire en milieu ouvert, où il est important de positionner les robots. Et donc c'est comme ça que depuis une petite dizaine d'années, on voit apparaître différents prototypes de robots pour culture, donc grande culture, culture pérenne, notamment la vigne, avec le robot qu'on développe chez Agriculture. Il va falloir aujourd'hui, à mon sens, essayer d'automatiser le plus possible. Encore une fois, l'attention humaine ne peut durer, pour moi, à mon sens, l'ayant fait énormément, quelques heures par jour. Là, je suis persuadé que la robotisation va apporter évidemment une efficacité certaine sur cette tâche complexe. La robotisation fait que vraiment ça se remplacer l'homme par cette machine autonome. Ça permet aux viticulteurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée peut-être que de conduire un tracteur avec des lames intercept 5 fois par an dans la parcelle, ce qui prend beaucoup de temps. Et c'est surtout sur des interventions où à ces moments-là il y a d'autres choses à faire dans la vigne. Donc la robotique permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de garder un entretien et un vignoble propre par des passages fréquents. Aujourd'hui, sur notre gamme d'outils, on a un châssis que vous voyez là
un châssis de binage avec lame intercept notamment, où on peut y ajouter des doigts cresse, des disques émoteurs. À l'intérieur, on vient y ajouter des dents de binage qui peuvent être pas de doigts, côte de melon. Donc ça, c'est pour du travail et de la gestion de l'anerbement sur le rang et sur l'interrang. Ensuite, on peut venir installer un broyeur derrière le robot. Donc suite à quelques modifications, un broyeur qui a été électrifié pour broyer la bande enherbée suivant la conduite du vignoble. On peut aussi, aujourd'hui, on a un rouleau FACA pour de la destruction de couverts végétaux, par exemple. Mais demain ou très prochainement, on peut envisager toute une palette d'actions et d'outils déjà existants, puisque ce sont les mêmes modulos, quelques adaptations que ceux qu'on utilise en tracteur. Donc on peut envisager de la pulvérisation, de l'épamprage, du rognage, de l'effeuillage, de l'essimage, ce genre de choses. Le développement de la robotique va se faire à la vitesse de la disparition du glyphosate, qui est annoncée pour 2022. Donc dès qu'il n'y aura plus de glyphosate, ça va forcément accélérer le développement du travail mécanique du sol et de la robotisation. Donc moi je m'attends à un grand boom de la robotique dès les années 2023-2024. Répondant au manque de main-d'œuvre, les robots peuvent être une solution viable pour accompagner les viticulteurs dans leur transition vers le désherbage mécanique. C'est également un moyen pour les viticulteurs pratiquant déjà le travail du sol de se concentrer sur une activité à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, la robotique viticole doit cependant répondre à des enjeux sécuritaires, fixés par ce qu'on appelle la directive machine, qui doit définir le cadre de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Le principal frein à la robotique actuellement, c'est a priori la législation, qui ne permet pas de laisser des robots travailler seuls en autonomie, traverser des routes. Donc c'est un outil qu'on va pouvoir avoir sur des clos, des choses fermées, mais qu'on ne va pas pouvoir avoir sur un parcellaire qui est traversé de voies ou même de petits chemins. Donc ça, c'est un petit peu pénalisant. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui si on doit avoir et un robot autonome et une personne qu'on doit payer pour le surveiller, auquel cas, quel intérêt d'avoir un robot plutôt que quelqu'un sur un tracteur. Ça revient au même. Ça, c'est le premier point. L'investissement aussi, qu'il faut raisonner d'une manière globale sur une entreprise. Comme je disais, on a 125 hectares de vignes. Tout passer en travail du sol du jour au lendemain, c'est pas évident. On a une évolution très rapide. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui et le sera encore moins demain. On a des technologies très performantes. On pourra embarquer des capteurs pour de l'acquisition de données. On pourra faire de la modulation, du comptage de manquants, de la détection de maladies, flavescence, oïdium, ce genre de choses. Donc la robotique va vraiment accompagner le viticulteur. L'aspect réglementaire va aussi très rapidement et très prochainement évoluer pour qu'on puisse avoir des machines autonomes certifiées qui pourront ainsi travailler de manière totalement autonome sans surveillance dans les vignobles. L'avenir de la robotique est très prometteur et ça évolue rapidement. Donc, dès aujourd'hui, mais demain surtout, nous verrons de nombreux robots dans les vignobles pour accompagner et aider les viticulteurs. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine et la composition des produits qu'ils consomment. La diminution des intrants dans le monde agricole est l'affaire de tous, et la pression sociétale et politique pousse les acteurs du monde agricole et viticole à évoluer chaque jour. Demain, les herbicides chimiques ne seront peut-être plus présents en viticulture, et les robots feront partie intégrante du paysage dans les vignes. Bien qu'arrivée à maturité technologique, la robotique viticole doit encore répondre à des enjeux réglementaires durant les prochaines années pour se développer auprès des viticulteurs. Et qui sait, par la suite, jusqu'où la robotique pourra intervenir. Les traitements contre les maladies, la taille, les vendanges sont autant de tâches qui peuvent, à l'avenir, se passer d'interventions humaines ou simplement aider nos viticulteurs à nous proposer ce que leur terroir peut nous offrir de meilleur.
Bonjour, je suis Nathan Sénéchaud, le réalisateur de ce documentaire sur la robotique viticole. Alors, ce film, pour le remettre dans son contexte, c'est la conclusion en fait de 3 années d'apprentissage que j'ai réalisé avec l'entreprise Loire Vini Viti Distribution pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur au sein de l'École supérieure d'agriculture de Angers. Donc, j'ai souhaité montrer en fait à travers ce film un peu les problématiques de désherbage auxquelles font face les viticulteurs suite à l'arrêt des herbicides chimiques et donc ainsi présenter une alternative donc parmi l'ensemble des alternatives qui se développent actuellement qui peut être une solution donc à l'arrêt du chimique. Alors la robotique, comme j'ai souhaité vous le montrer dans ce documentaire, ça peut être une solution qui va être viable donc économiquement pour des grosses exploitations et dans certaines conditions, notamment selon certaines caractéristiques de parcelles. Pour des plus petites exploitations, en fait, le coût d'achat et la technologie associée à la robotique, elles peuvent cependant être quand même un frein important. Et les robots finalement ne seront peut-être pas la solution pour l'ensemble des viticulteurs ou bien un ou plusieurs modèles économiques adéquats seraient à développer. Les robots, c'est une technologie qui est très prometteuse, cette technologie qui évolue rapidement, mais il est quand même important de rappeler qu'il existe pour l'instant certaines limites au développement de la robotique et notamment des limites réglementaires comme j'ai essayé de vous le montrer dans ce documentaire. Il est également donc nécessaire désormais de prendre du recul sur cette technologie pour pouvoir s'assurer donc de la fiabilité de cette solution sur le long terme. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit les fabricants de robots, les viticulteurs ou même tous les autres professionnels du monde viticole, toutes ces personnes-là vont continuer donc de nous proposer des nouvelles solutions à l'avenir ou des améliorations pour que tout le monde puisse co-construire ensemble la viticulture de demain.